je suis le docteur Nicolas Simon. Je suis médecin à Marseille, médecin addictologue et pharmacologue. Et on aura peut-être l'occasion d'en discuter, de discuter pourquoi j'insiste sur ce côté de pharmacologie médicale sur la dernière diapositive. Alors moi, j'ai voulu vous parler d'une des problématiques qu'on a dans le service hospitalier universitaire à Marseille, donc, que dirige le professeur Lançon, sur les patients TADA. Donc ça fait partie des choses aussi dont on entend beaucoup parler dans la presse, comme les conduites addictives d'ailleurs. Alors, pour présenter un peu le sujet, j'ai choisi un patient que j'ai vu pour la première fois il n'y a pas très longtemps, donc en consultation. Les consultations première fois, moi c'est aussi le lundi. Je crois que tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui font les consultations première fois le lundi. Donc c'est un patient jeune de 26 ans qui est célibataire, qui est en recherche d'emploi, qui est sous curatelle actuellement et qui vient me voir pour un problème de dépendance à la fois à la cocaïne, au cannabis et à l'alcool. Et donc on fait connaissance, on discute, on apprend à se connaître, il apprend à me connaître, j'apprends à le connaître, je fais un peu il me raconte sa vie, je ne lui raconte pas la mienne. Et donc faisant ça, je découvre donc que c'est quelqu'un qui a 26 ans, qui est un enfant turbulent avec beaucoup de troubles de l'attention, une grande distractibilité. Et quand je remonte dans l'enfance en lui demandant par exemple les bulletins scolaires, ça c'est un truc que j'aime bien faire, qu'est-ce qu'il y avait sur vos bulletins scolaires, vous verrez pourquoi je pose cette question-là, et ben, il ressort qu'effectivement, déjà depuis avant 7 ans, en tout cas, c'est un gamin qui ne tenait pas en classe, et même s'il n'avait pas de problème de retard scolaire, il fallait quasiment l'attacher, c'est un mot qu'il m'a dit, il fallait m'attacher à ma chaise pour que je puisse suivre l'ensemble des cours. Il avait été d'ailleurs suivi par un pédopsie, mais il n'y avait eu aucun traitement à l'époque. Et puis en 2005, il y avait une hospitalisation qui avait été faite pour des troubles du comportement et des consommations de toxiques. Il a été hospitalisé par la suite en 2012 pour un sevrage à la cocaïne. Et puis il avait d'ailleurs rechuté peu de temps après ce passage dans cette clinique privée, qui avait dû lui coûter un paquet d'ailleurs. Au niveau des antécédents d'addiction, des conduites addictives, donc c'est le sujet vraiment pour lequel il venait nous voir. Donc une cocaïne avec un début à 18 ans, et une consommation qui était très importante et qui lui coûtait 300 € par semaine. Donc une grande partie de son activité professionnelle passait là-dedans. Un cannabis qui avait démarré à 15 ans, à l'âge de 15 ans, avec des joints, puis assez rapidement, il était passé à des bangs. Il en prenait 2 fois par jour, même on verra plus par la suite. Et puis évidemment de l'alcool, du tabac et d'autres conduites. Il avait des conduites sexuelles dangereuses, des conduites sportives excessives, c'est-à-dire qu'il aimait bien tout ce qui était sport à risque. Il fallait vraiment qu'il y ait énormément de sensations, que ça bouge, que ça aille vite, etc. Et puis on retrouve d'autres expériences. Enfin, c'est quelqu'un qui est un grand expérimentateur qui avait essayé beaucoup de produits différents. Alors, sur les autres antécédents chirurgicaux notamment, on retrouve, on n'est pas bien surpris, beaucoup de chutes, beaucoup de problèmes d'attention, chute de cheval, accident de la voie publique en moto, etc. Donc ça, c'est la traduction simple du fait que c'est quelqu'un qui avait des conduites, je dirais, excessives au quotidien, pas seulement dans le sport. Voilà. Et à l'entretien, c'est quelqu'un qui se plaint d'un craving très important, 10 fois par jour, il pense à la cocaïne, dès qu'il fait n'importe quoi, il suffisait qu'il y ait un objet qu'il avait l'habitude d'utiliser pour prendre de la cocaïne, tout de suite, ça lui donnait envie d'en prendre. Et quand je le vois, il est un consommateur assez important, à peu près 3 fois par semaine. Et la seule chose qui le limite, en fait, sa consommation, c'est disponibilité financière. Sinon, c'est quelqu'un qui est difficile, je dirais, à l'entretien parce qu'il ne tient pas en place, il est incapable de rester assis sur sa chaise comme ça très longtemps. Et ce qu'il avait décrit comme sensation, d'ailleurs, à cette époque-là, c'est qu'il avait l'impression qu'il avait une espèce de, non pas de fuite des idées, mais qu'il avait des idées qui partaient dans tous les sens. Et l'image qu'il donnait, c'était l'image du vol d'une mouche. Et quand vous pensez à une mouche, elle part dans tous les sens, elle a un vol complètement qui paraît comme ça, aller vraiment dans tous les sens. Et moi, mes idées, c'est un peu ça. Et ce qu'il décrivait aussi, c'était des réactions très impulsives avec des conséquences dans ses relations sentimentales, familiales, qui étaient assez importantes. Alors, dans le service, on fait
une consultation première fois. Alors quand je dis une consultation première fois, c'est souvent d'ailleurs plusieurs consultations. Et puis presque systématiquement maintenant, on fait un bilan d'addictologie en hôpital de jour, ça dure à peu près une journée. Et dans le cas de ce bilan, les patients voient assistante sociale, diététicienne, psychologue, psychiatre, médecin somaticien, etc. Et donc il n'a pas échappé à ça. Il a eu un bilan en hôpital de jour. Et le bilan en hôpital de jour donc prend un certain nombre d'évaluations psychologiques notamment, et notamment, je vais en reparler tout à l'heure, 2 échelles, ASRS et puis une DIVA, qui ont montré chez ce patient qu'il y avait des signes de TADA qui étaient positifs. Alors, on a beaucoup discuté de sa prise en charge, et puis finalement, ce qui a été décidé, c'est de le mettre sous méthylphénidate, donc qui a été évoqué tout à l'heure, avec un petit couac au démarrage, puisque bon, là, le début de la prescription, ça ne s'est pas fait directement par nous. Et le patient, ce qu'il a fait, c'est qu'il ne connaissait pas la Ritaline. Ce qui lui a été prescrit, c'est une Ritaline immédiate au lieu d'une Ritaline à libération prolongée. Donc, comme je disais, c'est un petit couac de prescription. Ça arrive dans tous les services. Et le patient, évidemment, tout de suite, il a voulu tester, il a voulu voir les effets de la Ritaline sur lui, et il a surconsommé. Bon. Mais moyennant quoi, il s'est quand même rendu compte que ce produit qui est quand même un stimulant, lui, ça lui permettait de se concentrer. Et le terme qu'il disait, c'est qu'il était calé. Quand il en a pris, il avait l'impression d'avoir les idées plus claires. Bon. Donc ça, c'est plutôt paradoxal. Enfin, on a l'impression d'un effet paradoxal quand c'est dit comme ça, mais c'est tout à fait finalement attendu. Et ça lui avait aussi permis de diminuer pendant cette période-là les envies de cannabis et d'alcool. Donc ça, c'était début mars. Fin mars, il était toujours abstinent de cocaïne, et on a corrigé le tir. On corrigé le tir un peu avant avec de la Ritaline LP, puis on a essayé donc le Concerta LP. C'est toujours du méthylphénidate, mais c'est une histoire de galénique avec des comprimés multicouches qui permettent une libération rapide et puis plus soutenue. Donc c'est quelque chose qui a été développé il y a quelque temps maintenant. Ce dont on s'est rendu compte un peu après, c'est qu'il avait une mauvaise tolérance sous cette dose de 36 mg par jour. On n'a aucune idée de la dose idéale, donc là on est complètement dans du tâtonnement, mais on fait ça avec l'hôpital de jour, donc ça permet quand même de suivre le patient et d'avoir un certain nombre de renseignements, non seulement somatiques, psychologiques, mais aussi biologiques. Donc une mauvaise tolérance, des cauchemars, etc., et une réaugmentation des prises de cannabis. Donc on est revenu sur la Ritaline LP à une dose de 30 mg par jour, avec 10 le matin et 20 mg à midi. Et puis, cette modification a permis qu'il était toujours abstinent, mais avec un craving de cocaïne quand même très important, mais le traitement était nettement mieux toléré, plus de problèmes de sommeil, il n'avait plus de cauchemars, il pouvait commencer à reprendre le sport, et il arrivait à lire et à écrire. Et c'est quelqu'un qui disait qu'il n'était pas capable de lire normalement. Quand il lisait un bouquin, il lui arrivait de lire 2-3 fois la même page, parce qu'au cours de sa lecture, sa pensée partait dans tous les sens, et il ne se rappelait plus à la fin de la page ce qu'il avait pu lire au début de la page. Moyennant quoi, il était plus posé, mais il avait toujours un bouillonnement d'idées, et puis il y avait toujours une consommation de bière et de cannabis, même si, comme je l'ai dit, la cocaïne s'était arrêtée. Alors on a diminué un petit peu la Ritaline, le méthylphénidate, on est passé à 20 mg, et puis là, surprise, vraiment une nette amélioration de la concentration, et il nous a dit, il était content, il pouvait enfin travailler le code de la route. Ça, c'est quelque chose qui lui avait été impossible jusque-là. Et là, il se sentait plus calme. Il arrivait à avoir une réflexion, une attention soutenue plus longtemps. Et donc, ça lui a permis, comme ça, de passer cet examen. Et puis, pour terminer sur ce patient, actuellement, c'était en mai, il pouvait faire des mots croisés, donc c'est dire de là où on vient, il se sentait adapté. Il commence à diminuer sa consommation d'alcool. La cocaïne, ça fait 85 jours maintenant qu'il est abstinent, même il a même plus aujourd'hui, il ne décrée plus de craving pour la cocaïne, donc ça paraît vraiment, vraiment très intéressant. Et il est en amélioration. On a refait une petite modification sur sa posologie de Ritaline, et on a repris 2 le matin et 1 le soir. Donc c'est l'exemple d'un patient plutôt, on a envie de dire, d'un sous-type de patient consommateur de cocaïne. Ça a été évoqué tout à l'heure, tous les patients de cocaïne ne sont pas identiques. Il y a manifestement des sous-types de patients. Et ce patient était consommateur de cocaïne, il est venu pour ça, mais manifestement le bilan qui a pu être fait montre une comorbidité psychiatrique importante de type TADA.
Et c'est ce point-là sur lequel je voudrais insister aujourd'hui. Alors TADA, il y a plusieurs terminologies. Nous, on dit TADA dans le service, c'est-à-dire trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. On utilise beaucoup ce terme dans le service parce qu'on ne s'occupe que d'adultes. Les Américains utilisent ADHD, TADA, etc. Donc il y a différents termes, mais quel que soit le terme, de toute façon, on parle de la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en pédiatrie, on a les études remontent entre 6 et 9% des enfants qui sont positifs à des troubles de ce type, de ce trouble. Qu'un certain nombre de ces enfants vont garder certains signes à l'adolescence et d'autres vont en garder jusqu'à l'âge adulte. Et il y a une étude américaine qui montre que dans une population générale, il y aura à peu près 4%, 4,4 exactement, d'adultes qui auraient de signes de TADA. Alors, je ne vais pas aller m'étendre sur l'étiologie, ce n'est pas l'objet ici, mais ce que montrent les études sur cette pathologie, c'est qu'il y a un coefficient d'héritabilité qui est très important, qui est supérieur à celui de la schizophrénie, et il y a un certain nombre de gènes qui sont impliqués, sans que pour l'instant on sache effectivement s'il y en a certains qui sont plus importants d'autres. Enfin, en tout cas, c'est une piste de recherche importante. Et puis, comme ça a été dit plus tôt, bien évidemment, il y a un certain nombre de recherches qui tournent autour de l'environnement, et on sait que l'environnement dans ces pathologies-là est aussi très, très important. Et notamment, on se pose la question du tabagisme maternel. Alors, quelques mots sur le TADA. Donc, il y a une triade, classiquement, avec une inattention. Une inattention qui touche les troubles de l'attention sélective et une difficulté à s'organiser. Ça, je vais y revenir. Et puis, le deuxième type de trouble, une hyperactivité motrice et une impulsivité. Alors, tous ces troubles, cette triade évolue dans le temps. Et ce que vous avez en gauche, c'est ce qui se passe chez l'enfant. Et ce que vous avez à droite, c'est l'évolution chez l'adulte. Donc, chez l'enfant, encore une fois, moi je ne suis pas pédopsychiatre, donc je décris quelque chose que je ne vois pas. Moi, je ne vois que des adultes. Chez l'enfant, ce qui est décrit, c'est une difficulté d'attention soutenue. C'est un enfant qui n'écoute pas, qui ne donne pas suite, qui n'arrive pas à s'organiser, qui perd des choses importantes, donc une inattention très importante. Et ces troubles de l'inattention, c'est plutôt observé chez la fille. Et chez l'adulte, ces troubles de l'inattention vont donner des difficultés à avoir une attention soutenue. C'est quelqu'un qui procrastine, c'est quelqu'un qui est toujours en train de remettre à plus tard. Il ne termine jamais ce qu'il commence. C'est quelqu'un qui est lent, qui n'est pas efficace dans son travail, et à la limite, ça paralyse ses activités. Et c'est quelqu'un qui a énormément de mal à s'organiser. Donc non seulement il perd des tas de trucs, mais en plus, il est complètement désorganisé. Les troubles de l'hyperactivité et de l'impulsivité, là aussi, changent énormément de l'enfant vers l'adulte. Et les troubles de l'hyperactivité chez l'enfant, c'est plutôt le garçon. Alors le garçon, ça va être mon patient, c'est-à-dire il était incapable de rester en place quand il était petit, incapable de rester assis sur sa chaise à l'école. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'avait pas de retard mental. C'est quelqu'un qui était, au contraire, quand la maîtresse posait une question, c'était le premier à répondre. Il coupait la parole aux autres pour donner sa réponse. Il était toujours en mouvement, il avait toujours quelque chose à dire, il ne pouvait pas rester tranquille. Et ça donne un adulte qui a une certaine inefficacité au travail parce que il a du mal à accepter les règles, il a du mal à rester en réunion comme ça assez longtemps, il n'est pas capable de faire la queue, il va couper les fils. Vous allez me dire qu'à Marseille, il y en a beaucoup dans ce cas-là, mais je vous rassure, c'est une maladie qui est étendue sur l'ensemble de la planète, qui conduit trop vite. Encore une fois, c'est un problème, je dirais, d'accepter les règles et d'impulsivité. Donc quelqu'un qui ne supporte pas bien les frustrations, qui est toujours en train de couper la parole aux autres, et quelqu'un qui a du mal à suivre une conversation, parce qu'on parle de quelque chose et lui déjà il pense à autre chose, etc. Donc il coupe, il fait des commentaires, on se demande un petit peu pourquoi il fait ces commentaires, ça ne paraît pas forcément à propos, etc. Et donc, ce qui est intéressant dans ces différents troubles du TANA, c'est que ça évolue avec l'âge. Et aussi bien chez un enfant, on va retrouver essentiellement l'impulsivité, l'hyperactivité, et les comorbidités psychiatriques ne sont pas forcément très importantes.
avec une inattention qui est essentiellement chez les filles, mais finalement assez difficile à remarquer, parce que finalement un enfant qui est calme et qui ne fait pas de problème en salle, en classe, eh ben, c'est plutôt sympathique, donc ce n'est pas l'enfant dont on va se plaindre. Et puis en évoluant vers l'âge du lycée, vers l'âge de l'adulte, eh ben, ce sont des gens qui vont expérimenter des produits plus précocement que les autres. Ce sont des gens qui vont avoir des comorbidités psychiatriques. Vous voyez que la flèche de comorbidité ne fait qu'augmenter. Et l'inattention, en revanche, elle, c'est quelque chose qui est relativement en plateau. Alors effectivement, l'impulsivité, ça diminue parce qu'un gamin qui ne tenait pas en place, un petit garçon qui courait dans tous les sens, qui ne voulait pas rester assis sur son siège, on imagine mal de quelqu'un de 40 ans qui est en train de grimper sur le fauteuil, qui redescend de l'autre côté, qui fait une roulade sur le canapé, etc. Et donc, je voulais insister sur inattention comorbidité parce que finalement, ça fait partie des choses qu'on voit le plus chez les adultes. Les problèmes d'impulsivité, on peut les voir aussi, mais les problèmes d'hyperactivité, on les voit nettement moins. Alors, le diagnostic, je vous le dis tout de suite, c'est un diagnostic qui est clinique. Et dans le diagnostic, les symptômes dans l'enfance sont vraiment très très importants. Donc il faut prendre le temps pour rediscuter avec le patient pour savoir un petit peu à quand remontent ces troubles. Donc il y a un certain nombre de critères qui sont en train d'évoluer du DSM. Et sinon, dans la psychopathologie actuelle, donc on va s'intéresser non seulement à la sévérité des troubles, est-ce qu'il y a un retentissement sur la vie du patient, sur sa qualité de vie, et puis toutes les comorbidités, parce qu'il y a une comorbidité, on va le voir, extrêmement importante de ces TADA, que ce soit des troubles de l'humeur, maladie bipolaire, des troubles anxieux, et donc les abus de substances. Alors, il y a un certain nombre de traitements qui aident au diagnostic, parce que bon, il n'y a pas aujourd'hui un examen, une radio, de l'imagerie, un examen biologique qui nous permet de faire un diagnostic ou de confirmer un diagnostic. Le diagnostic est clinique, mais on dispose d'un certain nombre d'échelles. Alors, ces échelles, pour la plupart, sont des échelles américaines, enfin en tout cas anglo-saxonnes. Assez peu de ces échelles sont finalement... traduites, elles le sont, mais très peu sont validées en français. Il y en a certaines qui sont en cours de validation. Donc là, ça pose pour nous un vrai problème. La plupart des échelles américaines sont d'ailleurs payantes. Donc il faut acheter des brevets. Ils ont bien compris le système. Donc on a aujourd'hui de vraies difficultés, je dirais, pour correctement évaluer le patient et puis correctement poser un diagnostic sur ces patients. Alors, parmi les échelles qu'on utilise, il y en a une qui s'appelle la SRS, qui est une échelle beaucoup plus longue. Elle n'a pas que 6 items. Mais en tout cas, les 6 items en question nous permettent de faire un screening assez rapide de ces patients. Donc, on ne va pas la voir évidemment en détail. La question qu'il faut se poser, c'est la question qu'on se pose, je dirais, tous les jours, c'est bon, d'accord, vous avez dépisté un patient, il est, entre guillemets, TADA positif, en tout cas, aux échelles, il sort positif, est-ce qu'il faut le traiter ? Bon. Si on ne traite pas, inversement, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on sait que bon, chez l'enfant, c'est les échecs scolaires, c'est la pauvreté des relations, c'est des traumatismes. Pensez à l'exemple du cas clinique qui est assez typique. Et puis, c'est des abus de substances, le tabac à tous les coups, mais pas que le tabac, parce que ce sont des gens qui vont non seulement expérimenter, mais expérimenter plus vite et plus tôt que les autres. Et on sait en addictologie que plus tôt on commence quelque chose, plus on a d'autant plus de chances de devenir dépendant avec des conséquences importantes. Et si on ne traite pas, donc en plus, les risques, c'est effectivement des conflits familiaux. D'ailleurs, il y avait pas mal de tensions dans la famille du patient dont je vous ai parlé, et puis des comorbidités psychiatriques très importantes. Il y a une étude qui est sortie maintenant il y a quelques temps qui montre que chez des patients TADA, on retrouve des notions de dépression, de maladie bipolaire, de phobie sociale. Et puis vous voyez dans tout ce qui est addiction, abus d'alcool, dépendance à l'alcool, abus de drogue, abus de substances, tout ça c'est extrêmement fréquent chez des patients TADA. Alors, on va regarder les choses dans l'autre sens. Et puis bon, là, ce n'est pas vraiment une étude, c'est notre cohorte. Et puis c'est notre cohorte pris simplement assez récemment, sur quelques mois, là, entre novembre 2012 et mai 2013. J'ai pris cette période-là, ça tombe bien parce qu'il y a 101 patients dans cette période. Donc ça permet d'avoir des chiffres qui sont à la fois des pourcentages. L'âge moyen de nos patients, donc les patients qu'on voit, c'est systématiquement après une évaluation de consultation
première fois, on fait un bilan en hôpital de jour. Donc c'est, si vous voulez, systématique, quel que soit le type de conduite addictive. Que la personne soit venue pour une addiction au jeu, une addiction sexuelle, une addiction à l'alcool, une addiction au tabac, on l'envoie faire un bilan à l'hôpital de jour. Donc l'âge moyen, c'était 40 ans dans cette petite population, entre 18 et 83 ans, majoritairement des hommes, 65 hommes pour 36 femmes. Et alors ce qu'on voit en haut à droite, c'est un chiffre qui est retrouvé par ailleurs dans les littératures. Ce n'est pas une exception marseillaise. Il y a beaucoup d'exceptions marseillaises, mais celle-là, je vous assure, ce n'en est pas une. On a 27, c'est-à-dire quasiment un patient sur 3 qui sort avec un score de TADA positif. Donc ça pose un vrai problème parce que, bon, d'accord, ces patients, vous trouvez un certain nombre de signes. OK, qu'est-ce que vous en faites ? Parce que quand on trouve chez un patient une dépression majeure, s'il vient nous voir pour un problème d'alcool et qu'on lui trouve une dépression majeure, on ne se pose pas de problème, on ne se pose pas de questions. On va évidemment traiter la dépression. Si le patient, on lui trouve une maladie bipolaire, pareil, on n'a aucune hésitation. Il faut prendre en charge cette maladie bipolaire. Et là, ces patients, sur les échelles validées, pour la plupart, on retrouve un TADA. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on traite ou pas ce TADA ? Alors, une des premières idées qu'on avait, c'est que ces patients qui étaient TADA, ça devait être des consommateurs de cocaïne, parce qu'après tout, c'est un stimulant, il y avait une certaine logique, on était persuadés qu'ils étaient plutôt de ce type-là. Et le tableau sur la gauche montre qu'en fait, nos patients qui sont sortis positifs au TADA, on les retrouve pour tout type de conduite addictive, pas simplement les stimulants. On s'aperçoit que, par exemple, pour l'alcool, on a sur 60 patients sur ces 100 patients, il y en a 60 qui avaient des problèmes d'alcool, 17 ont un score de TADA positif. Et ainsi de suite. Et on s'aperçoit que pour les troubles de conduite alimentaire, TCA, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 8 dans cette série, 1 sur 2 est TADA positif. Donc ça pose vraiment beaucoup de questions et je dirais pour nous, c'est une vraie piste de choses à creuser. Et dans le petit graphique en bas à droite, on s'est posé la question de savoir, les patients TADA, on sait qu'ils expérimentent beaucoup plus tôt, donc ils ont entre guillemets, plus d'expérience. Et ce que ça montre aussi, c'est que ces patients, non seulement ils expérimentent, mais quand on les suit, enfin les nôtres en tout cas, ont plus de dépendance que les autres, que les patients qui sont négatifs. Donc, ils sont dépendants à plus de produits. Alors, pourquoi on se pose la question ? On se pose la question du traitement parce qu'on leur fait systématiquement des TCC et puis on sait qu'il y a des produits qui sont actifs. Et parmi les produits actifs qui sont utilisables en France, il y a le méthylphénidate. On l'utilise uniquement sous forme à libération prolongée. Et ce méthylphénidate, le problème, c'est que l'indication aujourd'hui, c'est la pédiatrie. Donc la vraie question qui se pose, c'est est-ce que oui ou non, il y a un intérêt ou pas à mettre ces patients qui ont été dépistés comme positifs, qui ne sont pas traités, qui n'ont pas de traitement pharmacologique, après avoir fait une prise en charge, bien évidemment, une psychothérapie. Est-ce qu'il faut leur proposer quelque chose ou leur dire, vous êtes allé en hôpital de jour, vous êtes sorti positif, et puis voilà, écoutez, merci, au revoir, vous repasserez une autre fois. Donc ça pose ça a posé une vraie question dans le service. Il y a aussi l'effet XOR dans la littérature qu'on retrouve dans cette indication, avec des effets quand même qui sont pas très enthousiasmants. Alors, notre problématique, elle se pose vraiment là. Est-ce qu'il faut traiter ces patients ? Alors, pourquoi ça pose un problème ? Parce que quand on évalue la notion de bénéfice-risque, le bénéfice, ça peut être une réduction des risques. On s'aperçoit que notre patient, il ne consomme plus de cocaïne, il a diminué sa consommation d'alcool. Est-ce que c'est un traitement substitutif ou est-ce que c'est un anti-craving ? Ça, pour l'instant, on a l'habitude de dire que ça pourrait être un substitutif à la cocaïne ou psychostimulant. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre au moment où je parle. À côté de ça, ce qui nous est opposé, c'est un certain nombre de risques. Est-ce qu'il y a un risque de détournement ? Parce qu'on sait qu'on peut s'injecter de la ritaline. Donc, est-ce qu'il y a un problème de détournement ? Est-ce qu'on peut aussi éventuellement devenir dépendant à la ritaline ?
au méthylphénidate, pardon. Est-ce qu'il y a un risque de dépendance? Bon, a priori, moi je pense qu'il doit y avoir un risque de dépendance, comme il y a un risque de dépendance avec, je dirais, tous les TSO. C'est quelque chose qu'il faut, je dirais, peut-être simplement aussi apprendre à gérer. L'autre question, si on part sur l'idée que bon, il ne faut pas laisser ces patients comme ça, parce que ce qu'il faut quand même se dire, c'est que quand vous traitez les patients et qu'ils arrivent à se reposer, à être calmes, les patients vous disent, vous avez transformé ma vie, quoi. Grâce à cette molécule, grâce à vous, j'ai enfin une vie normale. Et à la limite, s'ils ont une interrogation, c'est pourquoi vous n'avez pas démarré plus tôt. Et ça, c'est le feedback des patients, c'est ça. Et c'est un feedback problématique parce que, effectivement, pourquoi on n'a pas démarré plus tôt? De leur dire on n'a pas osé, c'est un peu limitant. Après, les questions qu'on se pose, si on part sur l'idée que bon, il faut faire des études, il faut faire une évaluation pour voir effectivement ce qu'on peut leur proposer. Quelle molécule? Le méthylphénidate, c'en est une, mais il y en a d'autres. Aux États-Unis, il y en a d'autres de disponibles. Et puis, quelle molécule pour quelle perspective? Parce que ce qu'il nous semble, mais là c'est un feeling clinicien, c'est pas, je dirais, complètement démontré, c'est qu'on améliore la symptomatologie du TADA chez le patient, mais en améliorant sa symptomatologie du TADA, on diminue aussi les comorbidités addictives. Je pense qu'on peut jouer sur les deux volets. Et d'ailleurs, il y a une étude récente qui montre qu'effectivement, les patients sous méthylphénidate ont moins de comorbidités addictives que ceux je conclus, que ceux qui ne sont pas sous traitement. Je terminerai en disant qu'on a une étude qui va bientôt démarrer, donc qui se fait avec le docteur Perrine Roux de l'INSERM et le docteur Bruce Imbert qui fait un master sur ce sujet-là, une étude qui s'appelle STIMAGO. Et c'est une étude pilote avec du méthylphénidate chez les patients qui sont dépendants à la cocaïne, dont l'objectif c'est de la recherche de dose. Et il y a quelque chose auquel moi je crois beaucoup, c'est les modèles mathématiques PKPD, pharmacocinétique, pharmacodynamie, où on modélise la relation de la dose à la concentration à l'effet. Ça, c'est vraiment mon dada. Et quand on a obtenu ce modèle mathématique de relation dose-concentration-effet par des modèles de régression non linéaire à effet mixte, je fais rapidement, ça nous permet après de simuler un certain nombre d'études pour optimiser les choix de posologie. Voilà. Je termine. Je vous remercie.